En toute fin d'ouvrage, nous avons voulu alerter les adultes autour de l'enfant sur la nécessité de travailler ensemble. La première chose, c'est de mesurer et d'affirmer la situation de handicap. La deuxième chose, c'est bien sûr de montrer quels sont les outils cognitifs qui présentent un déficit neurodéveloppemental, mais surtout de mettre en évidence les points forts de l'enfant. C'est sur eux qu'on va s'appuyer pour bâtir un projet de scolarisation et surtout élaborer un projet d'orientation professionnelle qui s'appuie sur les compétences des jeunes plutôt que sur des difficultés souvent insurmontables. C'est pourquoi il est totalement nécessaire de partager des informations. En quelque sorte, on établit tous ensemble un mode d'emploi de l'enfant, un mode d'emploi de l'élève, absolument nécessaire de partager. Dans ce domaine, il n'existe pas de secret professionnel ou de secret médical. Pour aboutir à ce mode d'emploi, tout le monde a fait des efforts. En premier lieu, l'enfant, lorsqu'il a passé des tests et des évaluations. La famille et les enseignants également. S'appuyer tous ensemble sur des données descriptives, fiables, validées par les connaissances scientifiques actuelles, permet de cheminer tous ensemble en s'appuyant sur les points forts de l'élève et en évitant de trop le solliciter dans ce qui est trop difficile pour lui. Parfois, les évaluations montrent des limites à la scolarisation en classe ordinaire, en milieu ordinaire. Il est nécessaire de mettre ces choses sur la table, posément, tranquillement, de les partager afin de ne pas demander à l'enfant des efforts indus car jamais couronnés de succès. Il est tout à fait évident que si, à l'éducation nationale, on tenait compte de comment l'enfant entre dans les apprentissages grâce à son équipement cognitif, si l'on partageait des informations sur les aléas du fonctionnement cognitif, les troubles neurodéveloppementaux, il serait alors possible de penser à une posture pédagogique, à une posture de véritable inclusion qui permettrait à un grand nombre d'enfants présentant des 10, diagnostiqués ou pas, d'être dans une situation beaucoup plus favorable pour leurs apprentissages. L'objectif des prises en charge, c'est que l'enfant puisse poursuivre sa scolarité malgré, en dépit de 10. Pour cela, dans les formes graves et sévères, les rééducations montrent leurs limites car implicitement, elles demandent à l'enfant de se modifier, alors que les palliatifs et les contournements, l'attitude volontariste des adultes de faciliter la vie scolaire des enfants, est beaucoup plus efficace et rentable. Elle demande à l'enfant de faire des efforts, mais des efforts modérés et limités, compatibles avec sa vie d'élève et sa vie d'enfant. Ces aides n'ont pas vocation à être continuées tout le long de la scolarité, mais elles n'ont pas non plus vocation à être arrêtées. L'élève autonome va utiliser, demander, exiger ces aides lorsqu'il en a toujours besoin. Et bien évidemment, ces aides doivent être utilisées pour les contrôles ou pour les examens. Sinon, tous ces efforts faits par l'élève et son entourage n'auraient aucun sens.